Je suis ravie de recevoir ce soir à la Fondation Ricard Esther Ferrer, donc artiste, née en Espagne en 1937 et qui a choisi de vivre en France en 1973. Bon, je suis venue avant, à la fin de la guerre d'Algérie. Mon repère, c'est toujours un événement. Et j'ai décidé de venir, c'était à la fin de la guerre d'Algérie, c'était les années 60, au commencement des années 60. Mais après, je suis rentrée en Espagne un an ou un an et demi plus tard. Donc vous n'étiez pas encore artiste à l'époque? Qu'est-ce que c'est être artiste? Eh bien, si vous me dites la définition, je vous dis oui ou non. Alors vous n'aviez pas encore d'activité? Oui, bien sûr. C'était non mon père et ma mère et mes frères et sœurs. Quand on était petite, Mathilde et moi, j'ai un cher gemelle, on nous mettait des papiers et on passait notre temps à dessiner et à peindre. Quand on était petite, personne ne nous avait dit de le faire d'ailleurs. Mais depuis que je me rappelle, depuis toujours, je sais pas, quand on me demande quand est-ce que tu as décidé d'être artiste? Moi, j'ai jamais décidé d'être artiste. Absolument. Je me suis trouvée, la vie m'a menée par là et j'ai accepté ça. J'aurais pu dire non. J'ai continué parce que ça me semblait que c'était bien. Donc à un moment, vous avez quand même l'impression de dire oui à l'art? Non, oui à l'art. Enfin, c'est de dire oui à une façon de vivre. À une façon de vivre. À une façon de vivre. Dire oui, je savais que je ne pouvais pas vivre comme ma famille vivait. Ça, c'était sûr et certain, malgré que c'était très confortable de vivre comme ça. Mais je ne pouvais pas. Et je me rappelle parfaitement quand on venait de l'école... les samedis après-midi, il fallait passer le week-end à la maison. Et on pensait toujours naturellement, dès qu'on sera grand, on se barre. On se barrait. Donc, et comment, très jeune, vous sentiez donc déjà le poids d'une éducation, parce que le franquisme et l'Église catholique toute puissante? Oui, et une éducation religieuse, parce que nous, on allait dans des écoles privées religieuses. Mes frères allaient aux jésuites, et nous, à un collège des nonnes, où on a fait nos études. Oui, on avait, et ma famille était assez pratiquante. Mon père pas tellement, ma mère plus. Mais vous m'aviez dit aussi que votre père était un grand lecteur de journal et oui. était à la maison, il avait toujours, voilà, il achetait plusieurs journaux par jour. Et donc très tôt, vous lisez le journal? Ah, et nous, on lisait le journal et j'ai continué à le lire. C'est une addiction. C'est comme une drogue. Les jours que j'ai pas un journal, il me semble que je ne sais pas, parce que je vais savoir qu'est-ce que c'est pas vrai. Je ne prends le journal pour voir qu'est-ce que c'est vrai, je pense qu'est-ce que c'est pas vrai. Et alors donc, à partir de... Vous décidez finalement... vous commencez par faire des études en sciences sociales, ce qui est finalement assez logique, avec déjà cette... Oui, parce que la question sociale, ça m'intéressait toujours, ça continue à m'intéresser, je veux dire, et je l'ai fait. Et après, je suis partie en France, ou avant, je ne me rappelle plus, bon, de toute façon. Et après, j'ai décidé de faire mes études à l'université, parce que chez moi, il fallait quand même étudier, je veux dire. Et j'ai décidé de faire des études. J'ai commencé philosophie et journalisme, mais c'était trop. Et j'ai décidé d'arrêter la philo et j'ai fait seulement journalisme en Espagne. Mais je n'ai jamais travaillé comme journaliste pendant la vie de Franco, parce que je ne voulais absolument pas. Et je n'ai jamais travaillé. J'ai commencé à écrire juste après la mort de Franco. Justement, il est sorti un journal qui s'appelait El País. Ils m'ont contacté. Ils m'ont dit si je voulais écrire. J'ai dit OK. J'ai choisi mes sujets, absolument. J'écrivais beaucoup sur art, sur féminisme, parce que c'était l'époque de la libération et les luttes pour l'avortement, tout ça. Et j'ai écrit beaucoup, beaucoup. J'ai gagné ma vie comme ça. Mais avant de gagner ma vie comme ça, j'ai gagné la vie en faisant n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. C'est-à-dire C'est-à-dire, je sais parfaitement faire la peinture dans cet studio, par exemple, s'il faut la faire. Je sais donner l'enduit, je sais penser, parce que j'ai travaillé avec il y avait, vous savez, après la guerre, il y avait beaucoup de garçons, plus ou moins de mon âge, on peut les âgés, qui ne voulaient pas faire le service militaire en Espagne, qui étaient des parents antifranquistes et tout ça, qui étaient venus, plus ou moins légal. Et ces gens-là gagnaient sa vie comme ils pouvaient en faisant des travaux au noir, des peintures. Et comme j'avais besoin de gagner ma vie, j'ai travaillé avec eux. Et on vivait comme ça. Et j'ai fait
beaucoup de murs dans ma vie, absolument. Alors, je pouvais aussi donner des cours, mais c'était après, quand ça a commencé les journaux. J'ai fait des traductions aussi, j'adore traduire, j'aime beaucoup traduire. Et après, quand ça a commencé le journal, j'ai commencé à écrire à Le País. Et vous savez, après, les gens te demandent, tu connais, parce que sa signature, à l'époque, Le País, je ne sais pas ce qui est maintenant. Hein. C'était quelque chose. Donc, les gens te demandent, est-ce que tu ne pourras pas écrire pour nous et tout ça. C'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Quand vous viviez en France. Oui. Et donc, ensuite... Quand j'ai vécu en Espagne, je ne travaillais pas. Vous ne travaillez pas. Vous avez créé une école inspirée des méthodes Freinet d'expression libre. Oui. Moi, j'étais en Espagne quand on faisait partie de l'association artistique Aripuz, qu'on vivait dans un milieu artistique. Nous, les artistes, les pauvres artistes basques des Pays basques espagnols, qui étaient vraiment les marginaux des marginaux. Et là José Antonio Cisterra, c'est toujours un peintre qui avait beaucoup d'enfants et qui était très inquiet pour l'éducation de ses enfants. Et c'était un type très curieux, toujours vraiment un type avec lequel on a fait beaucoup de choses ensemble. Et un jour, il connaissait, parce que sa femme était française, il vivait à Daille, Bayonne, par là. Alors, il a entendu parler des méthodes Freinet, il s'est informé, et un jour, il m'a parlé, il disait, écoute Esther, peut-être on pourra faire ça en Espagne en plein franquisme, vous savez. et on a décidé de le faire. Et je me demande toujours comment on a pu le faire. C'était en plein franquisme, les années 60. On a loué un local dans le centre de San Sébastien, mais le centre chic, élégant, l'avenue d'Espagne, à côté. Et on a ouvert cet atelier et personne ne nous a jamais dérangé. On n'y pensait même pas. Tu vois? Maintenant, après, quand tout s'est fini et tout ça, Franck mort et tout ça, et les gens nous demandaient, et comment vous avez fait? On n'a rien fait. On n'a simplement pas demandé de permission, mais on n'a même pas pensé à demander la permission. C'est ça, on était tellement pris pour l'idée de faire cet atelier et tout ça, qu'on n'a même pas pensé qu'il fallait demander la permission, etc., parce qu'on recevait quand même des enfants, je vais dire, hein, mais on l'a fait, et c'était merveilleux. Il faut dire que j'ai appris, je dis toujours, je ne sais pas si les enfants, ils ont appris quelque chose. Moi, j'ai appris beaucoup avec les enfants. Beaucoup, beaucoup. La façon parce que nous, je suis venue en France avant d'ouvrir l'école pour faire des stages. Et parce qu'il y avait des stages organisés pour les écoles qui pratiquaient les méthodes Freinet. Je me rappelle, je suis allée une en Bretagne et une autre, je crois que c'était la Normandie, je ne me rappelle pas, deux stages, mais j'ai été intéressée surtout parce que pour l'atelier, l'aspect des créations infantiles. Après, on a essayé de faire une école entière, parce que ça, c'était juste un atelier dans un village, des Pays Basques aussi. On a essayé de le faire, on a commencé à le faire, ça nous a donné un travail très, très dur, mais après, bon, vous savez, éduquer aux enfants en liberté, il y a des gens qui pensent que les enfants, on ne les éduque pas, on les castre. Oui. Voilà. Et en éducation, c'est castrer l'enfant pour qu'il devienne autre chose. Et voilà, notre idée d'éducation, et l'autre, ça ne valait pas, et bon, on a arrêté. Mais c'était quand même très intéressant, l'idée et l'effort qu'on a fait pour le faire, vraiment. Et donc, à quel moment, comment passez-vous donc? Vous rencontrez Zage, oui. les personnages, oui. les musiciens, le groupe Zage, oui. d'avant-garde espagnole, oui. qui déjà se produit, et organise des actions, en oui, fait, donc, et des il concerts. faisait déjà des actions. Le groupe, il avait été créé en 64, je crois, et ils m'ont contacté en 66. Et bon, ils m'ont contacté, en réalité, ils venaient au musée de Saint-Sébastien, de ces choses très très rare qui arrivait dans les périodes franquistes. Parce que pourquoi ils les sont invités au musée de Saint-Elmo et Saint-Sébastien? Bon. Alors ils s'étaient invités et ils avaient besoin d'une femme. Et José Antonio, justement, qui les connaissait, qui les avait contactés, il m'a dit, écoute Esther, bon, ils vont venir à Saint-Sébastien faire un concierto, parce qu'on les appelait concierto Zar, je vous expliquerai pourquoi. Et ils ont besoin d'une femme. Et je pense que l'unique personne qui peut faire ça, c'est toi, parce qu'ils font des choses très bizarres. J'ai dit, OK.
À l'époque, j'étais étudiée à l'université à Pamplune. Donc, je suis venue juste pour faire les samedis, un samedi. Alors, je suis arrivée, on m'a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire. Je l'ai fait. Et quand on a fini, et on est allé dîner, et on m'a dit, écoute Esther, tu ne voudras pas par hasard continuer à travailler avec nous? J'ai dit, ok, si je peux faire ce que je veux. Ils m'ont dit, bien sûr. Et on a travaillé ensemble 30 ans. 30 ans. 30 Et ans. d'ailleurs, c'est une longévité assez exceptionnelle pour un groupe d'avant-garde. En général, les groupes d'avant-garde durent peu de Oui, temps. mais je veux dire, d'abord, c'était un groupe ouvert, mais quand j'ai rentré à Sarre, il y avait Juan, Walter, José Antonio Castillejos, Ramon Barce, tous des mecs, évidemment. Et j'étais la seule femme. Mais c'était tous des musiciens, parce que c'était l'héritage de John Cage. Ils savaient arriver à l'action et tout ça à travers de John Cage, parce que Juan et Walter avaient connu déjà Cage en Italie. Donc, ils les connaissaient, ils étaient sous influence des points de vue musical, de l'action et tout ça. Alors, ils sont venus et on a commencé à travailler très librement. Chacun faisait ses propres pièces. Je n'ai jamais fait une pièce collective avec eux ni eux avec Oui, nous. pas de pièce collective. Chacun faisait son travail. On n'avait aucune censure. Quand on nous invitait, on pensait des pièces de Juan, de Walter et moi, parce qu'au commencement, quand je suis rentrée, il y avait 7 personnes ou 8. Mais après, faire des performances en Espagne, c'était pas avec ça qu'ils étaient allés faire une carrière. Et petit à petit, les groupes et les autres abandonné les groupes tout en ayant de très bonnes relations avec nous. Et on a resté, Juan, Walter et moi, tous les deux. Et on a travaillé 30 ans parce qu'on était complètement... On ne se critiquait jamais. Bon, on pourrait rigoler de ton idée ou la mienne et tout ça. Mais si tu voulais faire un performance en faisant comme ça pendant une demi-heure, tu l'as fait, c'était ton problème, pas le sien. Donc, c'est pour ça, je crois, qu'on a résisté tellement de temps ensemble. Et donc, vous rencontrez John Cage en 1972 à Pamplune lors d'un festival. Ouais, à 73. 73. Et il vous invite Voilà. à venir aux États-Unis. Il m'a dit, je me rappelle, on est allé dîner, il a dit textuellement, les Américains doivent connaître ça. Je vais vous organiser une tournée. Nous, on passait, bon, d'accord, dans un dîner en train de se saouler la gueule et tout, parce qu'à l'époque, Case, il était pas stem, il vivait beaucoup. Et on a dit OK. Et ça, c'était l'automne. Et on a commencé à la fin de l'automne, quelque chose comme ça, à recevoir des lettres en disant qu'ils étaient en train d'organiser la tournée. Ils l'ont fait. On est allé aux États-Unis. On a fait des performances de New York à San Francisco. Lesquelles, par exemple? Et on a fait des performances dans les studios de Merce Cunningham, dans des kitchens, que c'était, bon, comme les cathédrales de l'underground. Et après, on a fait au Mills College, on a fait à Oakland, on a fait à World Arthur Center, on a fait, je ne me rappelle pas du tout, mais on a fait beaucoup. Et quelles actions faisiez-vous à l'époque? Quelles actions, Esther, faisiez-vous à l'époque? J'ai fait, je me rappelle, parce que justement, comme j'étais en train de voir, j'ai fait intime et personnel. Ah déjà, donc là, Voilà. c'est la première... Non, je l'avais fait déjà à Madrid. À Madrid. Intime et à personnel, donc je ne me rappelle pas l'année. Et je me rappelle de ça parce que j'ai vu la photo dans le catalogue. Intime et personnel, Silhouettes, et une troisième, parce qu'on avait préparé chacun une série de pièces. Et mais la première révisée, non, pas encore. C'est Silhouettes, Spéculation en vœux et Intime et personnel. Ces performances, vous avez, bon, intime et personnel, on va peut-être en parler, Oui. même si c'est
comment dire, un morceau de choix et qui est quand même très connu, mais néanmoins, oui, mais c'est quand même l'œuvre. C'est connu par pur hasard, parce que cette vidéo que j'ai faite à 75, que je n'ai jamais vue moi-même, parce que la personne qui me l'a donnée les deux bandes, sondées, et c'était les bandes qui se collaient. Hein. C'était à l'époque, les vidéos, il fallait la porter comme ça, c'était des petits trucs avec comme les magnétophones. Et quelqu'un, en pensant que j'allais dire, mais bien sûr que non, m'a demandé, est-ce que tu en as une vidéo des années 60? J'ai dit oui. Ah, mais tu étais à Paris? Oui. Mais si à Paris, il y avait très peu de gens qui avaient de la vidéo, à dire oui, mais j'ai fait une vidéo 75. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils l'ont exposé dans cette exposition et que les gens l'ont vu. Et ça a commencé à me la demander, patati patata, tu vois, je veux dire, mais c'est un pur hasard, sinon il sera toujours dans mes étagères sans que personne la voie. On peut peut-être revenir sur cette vidéo. Donc vous mesurez votre corps de façon très précise. Et oui, j'ai note aussi. Bon, et vous notez, on peut le faire comme on veut. Comme on veut, oui. Mais je l'ai fait, à l'époque, c'est cela, j'ai noté, j'ai collé les mesures sur mon corps. Et après, dans cette version, j'ai brûlé après tous les petits numéros que j'ai retirés. Ça, c'était la première version. Donc à Madrid? Non, oui, à Madrid, mais je parle de la version de la vidéo. Ah oui, qu'on voit, qui est tournée à Paris. C'est vrai. Voilà. Et après, bon, comme j'ai toujours fait, comme tu sais, j'ai travaillé avec l'idée des temps, et j'ai décidé toujours de faire cette même vidéo beaucoup plus tard. Et j'ai pensé un jour le faire et tout ça. Et quand, à l'occasion de l'exposition de Macbal, je me suis dit, cette fois-ci, je le fais. Et c'est dans ce moment-là que j'ai fait, en essayant de faire les mêmes actions de la même façon, juste pour voir le vieillissement de mon corps et le temps qui passait pour mon corps. Et comme je t'ai dit, une des choses qui m'a absolument surprise, c'est ma façon de marcher à 77 ans. Quand j'ai vu, mais je suis une vieille. C'est ça, tu vois, je suis une vieille. Bon, peut-être revenir alors sur cette forme action que vous développez donc, dans les années 60 avec Zar. Et donc, il faut dire que c'est un mot qui n'existe pas, une interjection qui n'a pas de sens. Ça veut dire Zar, c'est un onomatopée. Et par exemple, en espagnol, tu peux dire, par exemple, eh bien, ça, il l'a jeté. Tu vois, ça veut dire, mais il y a la J, que c'est un J, la J qui nous vient des Arabes. Parce qu'on a été quand même pendant beaucoup de siècles occupés pour les Arabes, et ça restait dans la langue. Et ça, on a voulu ouais. Pas moi, parce que je n'ai rien à voir avec les noms, c'est pas moi qui l'ai décidé, mais je sais que quand ils ont fait les groupes, ils voulaient quelque chose qui réunissait un peu tous les niveaux culturels ou mouvements culturels qu'il y a eu en Espagne. Donc, œuvre manifeste, par laquelle... donc, il faut peut-être le dire, vous êtes une féministe de tous les jours. Et je le serai durant qu'il soit nécessaire. Et je voudrais beaucoup qu'il ne soit pas nécessaire, parce que parfois, c'est très inconfortable. Mais un jour, peut-être, ça va arriver.
Et comme vous le dites, mon art n'est pas féministe, mais le féminisme, c'est une attitude de tous les jours. Les gens me disent, est-ce que tu fais un art féministe? C'est moi qui est féministe. Je suppose que si je suis féministe, ça détend sur mon travail, que je ne ferai jamais une œuvre qui ne le soit pas ou qui peut être mal interprétée. Mais de toute façon, je veux dire, quand je me lève le matin, je ne me lève pas en disant je vais faire une œuvre féministe. Sauf s'il y a un événement ou quelque chose qui arrive et que tu dis merde. Je devrais faire quelque chose. Et tu commences à penser, et si tu as une bonne idée, tu fais une œuvre. Voilà. Donc c'est le cas. Et dans ces cas-là, ce sont des œuvres ponctuelles. Hein? Je veux dire, par exemple, intime et personnel, je le fais pas si simplement pour lutter contre les stéréotypes de la beauté féminine et tout ça, les concours de beauté, les mesures qu'il fallait avoir. Voilà, je voulais dire, voilà, c'est mon corps, je ne mesure absolument pas les médias idéales, mais je fais avec lui et je peux le montrer. Et je peux faire avec lui ce que je veux. Mais normalement, ce qu'on appelle engagé, c'est ponctuellement. Et, par exemple, la même chose, s'il y a un problème avec les immigrants, au fond, je suis un immigrant. Donc, ça me touche. Vraiment, ça me touche. Et s'il y a quelque chose que je peux faire, bon... Si la fameuse performance... J'ai fait une performance si j'ai une bonne idée. Mais la fameuse performance que vous avez faite, lorsque vous comptez le nombre de morts, voilà. Donc vous arrivez, c'était en Espagne? En Espagne, mais c'était à Reina Sofia. Oui. On m'avait invité à faire un festival, il y avait un festival. Et j'avais décidé déjà qu'est-ce que j'allais faire et j'avais envoyé tous les fils uniques. Et 3 jours avant, j'ai lu dans les journaux la nouvelle que cette année, il y avait mort noyé dans la Méditerranée 2861 immigrants. Moi, même aujourd'hui encore, je ne peux pas penser à ça. Et j'ai dit, il faut faire quelque chose. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Il faut dire quelque chose. Et tout à coup, j'ai dit, bon, j'ai téléphoné à Reina Sofia, j'ai dit, je ne vais pas faire ça. Si vous pouvez me chercher des gens volontaires qui veulent faire une performance avec moi, ça va être compté des choses, ce n'est pas un problème, ce n'est pas dangereux, c'est rien. Et c'est bien. Et quand je suis arrivée, comme j'avais fait des workshops à Valencia et à Madrid, ça faisait déjà quelques temps, et ces élèves, ils sont lus qu'il y avait ces possibilités de faire cette performance avec moi, et ils sont venus très nombreux. On a commencé à 30, je crois, à compter. Tu vois, et j'explique déjà, la performance va se compter les immigrants qui sont morts cette année, l'année dernière, bon, noyés dans la Méditerranée. Et à la fin des comptages, nous, on fera une minute de silence, comme on fait normalement, en honneur des victimes du terrorisme, parce que je pensais, et je continue à penser, que c'était les victimes du terrorisme capitaliste, c'est tout. Et donc, on l'a fait, et j'ai dit au public, vous pouvez compter avec nous, si vous voulez. Et il y a des gens qui sont comptés, des autres non. Voilà. Et c'était comme ça, et je veux dire, la parité dit, Esther, de toute façon, ça ne sert à rien. Tu continues. L'autre jour, je lis encore dans les journaux que sont 130 qui se sont noyés dans la Méditerranée. Je veux dire, tu te demandes à quoi ça sert l'art. Mais justement. Moi, je me le demande. Je me le demande tous les jours. Mais néanmoins, vous continuez. Mais justement, ce que je trouve intéressant, la forme que vous avez choisie, donc dans les années 60, vous faites des actions. Et je trouve que alors vous faites des actions qui sont très simples, généralement élémentaires, marcher, compter. C'est pour ça que la mesure, par exemple, revient aussi régulièrement. Les différentes manières d'arpenter un carré, différentes manières de traverser un espace. Bon, je cite parmi les plus connus. Et ce qui est intéressant, c'est que cette forme est toujours très épurée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, je pense que l'action, ça définit aussi, ça correspond aussi à une manière de penser l'art. Bon, là, peut-être, je citerai aussi vos sources, hein, quand même, qui ne sont pas uniquement... donc, je pense qu'il y a cette nécessité d'agir qui vient peut-être de votre enfance sous le franquisme, c'est-à-dire cette nécessité d'agir. Et puis ensuite, artistiquement, on peut quand même évoquer l'art conceptuel et Duchamp. Le ready-made, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une action très directe de provocation, et une action qui est une idée efficace, en fait, une idée action. Et ça, je pense qu'on retrouve chez vous, cet aspect de l'idée qui devient une action.
Et puis, donc l'art conceptuel, dont Oui. vous prenez aussi les formes de la partition. Et puis la musique aussi, partition d'ailleurs. Si. Donc je pense que ça, c'est les trois sources. Hein, et puis on Je rappellerait... dirais même, j'aime bien faire les choses claires. Oui, je alors veux la dire partition, directes. ça c'est important. Je Ouais. veux dire, sans ornement. Quand je commence à écrire en partition, j'ai une idée, je commence pour éliminer. J'ai dit, ça, c'est pas nécessaire, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Je veux dire, sauf dans las cosas, par exemple, il faut qu'il y ait beaucoup de choses, mais normalement, et j'ai dit vraiment que de tout mon travail, à niveau des actions, les actions que je préfère, c'est celles que je n'ai absolument besoin de rien. Heureusement, j'ai pas mal qui n'ont besoin de rien que moi. Et ça, je pense que sont pour moi celles que je préfère. Lesquelles alors? Les actions. Par exemple, tous le chemin intime et personnel, les chemins de formation, tous les performances art théorie et pratique, toutes les conférences performances. Ah ben, les sont des chefs-d'œuvre. Que je n'ai besoin que de moi. Ou par exemple, performances avec des questions. Tu vois, que je n'ai que poser des questions ou répondre aux questions, ou les deux. Il y a un petit livre qui vient de sortir, donc que vous venez d'éditer, de questions et réponses, extrêmement drôle. Oui, mais c'était une performance. C'est une performance. L'enregistrement d'une performance. Voilà. Avec un timing très précis, donc c'est une exemple, minute. Tu vois, ça, on parle de temps souvent dans l'art, mais par exemple dans la performance, le temps, ça compte beaucoup, non? Je veux dire, c'est un temps que tu prévois, qui peut être complètement transformé, tout ça. Mais par exemple, dans cette performance, le fait de que la réponse ne peut pas durer qu'une minute, et quelqu'un qui me coupe quand je suis en train de parler, ou si le public veut répondre, il doit répondre dans 5 minutes, ça fait vraiment, c'est l'élément fondamental de la performance. C'est même pas important qu'est-ce que je demande, même pas important qu'est-ce qu'on répond, c'est le moment que les gens sont en attendant les minutes qui vont venir. Et c'est vraiment une situation vraiment très... je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à que je le fais la première fois. Tu vois, et c'est vraiment la performance, c'est le temps. Et comment chacun vit ce temps. Tu vois, c'est curieux. Et c'est un peu comme un coup de dé aussi. Hein. Oui, voilà. C'est le coup de dé. Je n'avais jamais pensé, mais tu as raison. Parce qu'il y a cet aspect tranché chez vous qu'on retrouve dans beaucoup d'actions. Le fait du hasard, donc ce qui peut survenir, et puis le fait que vous... Et puis le fait aussi, pardon, que que vos œuvres aussi ont quelque chose d'assez direct. Oui, mais j'aime faire simple, j'aime faire direct. Je veux dire, je me sens idiot si je mets des choses pour remplir. Par exemple, même, c'est la durée. Il a décidé qu'il peut durer, que tu peux le faire une heure, mais il a décidé que dans 3 minutes ou dans 5 minutes, ça suffit. Par exemple, Pile et Face, la performance qu'à Beaubourg, ça fait 1000 années, quand en le festival que Ben avait organisé, il fallait faire une performance d'1 minute. Et je crois que c'est la seule qui avait respecté les minutes, mais bon, Et c'était facile. J'ai regardé le public. Non, je me mettais dos au public 30 secondes. Je me tournais et je me mettais face au public 30 secondes. Et à la fin, j'ai jeté des monnaies que j'avais peint et que j'ai jeté au public. Et la performance, c'est une performance qui n'a pas fini et qui ne pourra pas finir. Parce que j'ai dit, la performance finira les jours que quelqu'un, quand je vais acheter quelque chose, me rendre un de ces monnaies que j'avais peint. Et jamais revenu. Et après, on est passé à l'euro. Alors, la performance ne finira jamais. Voilà. Je voulais aussi, donc cet aspect d'action. Je pense que c'est important de rester peut-être là-dessus encore. Donc, on l'a dit, concentré sur le geste. Et puis, vos œuvres aussi, donc l'idée comme acte, en fait, hein, et l'acte comme idée aussi. Et aussi dans vos œuvres plastiques, parce que là, nous avons parlé des actions. Peut-être peut-on commencer à parler aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont on peut parler, de tout le travail plastique. Bon, il y a une question qui quand même, qu'on a envie de vous poser, c'est que donc vous commencez par des actions que vous faites jusqu'à aujourd'hui, et vous continuez à faire ces actions. Elles composent un corpus d'œuvres en fait, comme un compositeur qui a un corpus. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que quand on voit ces actions, je trouve il y a une fraîcheur incroyable.
C'est-à-dire que, parce que quand on regarde certaines actions des années 70, elles ont un côté. Je poserai après, j'aimerais bien poser cette question du rapport à l'avant-garde, Oui. mais je la poserai après, du présent et de l'avant-garde. Là, donc, je voulais évoquer le rapport entre les actions et cet autre corpus d'œuvres que vous avez produit parallèlement, donc les maquettes, ensuite les nombres premiers. Et ce qui est étonnant, c'est que cette pratique plastique, vous l'avez développée de façon parallèle, sans chercher à la montrer tout de suite. Non. Et ça, je veux dire, d'abord, mon activité fondamentale, c'était la performance. Et après, je veux dire, j'ai fait ça parce que je voulais le faire pour moi, absolument. Et j'aime pas beaucoup trop exposer. Et surtout, j'aime encore moins demander. Et parce que ça, je dois dire que je dois remercier le franquisme, c'est trop. Mais dans l'Espagne où j'ai vécu le franquisme, je veux dire, demander quelque chose en bourse, en aide à un système comme celui-là, c'était pour nous impensable. Je veux dire, ça ne nous coûtait aucun effort, tu ne pensais même pas. Vraiment, même pas. L'idée qu'on te pouvait aider, et pourtant, nous, on vivait assez difficilement. Hein. Mais ça ne nous passait pas par la tête et c'était une habitude. Donc vous faisiez vos maquettes, vous faisiez... Nous, on faisait comme on pouvait, on ne demandait jamais rien. Et c'est une habitude. Je me suis habituée à ne pas le faire et je me sentirais étrange. Mais ce qui est paradoxal, enfin, je ne sais pas si c'est paradoxal, mais ce qui est étonnant en tout cas, c'est que vous êtes dans le milieu d'artistes, vous voyez des artistes, donc des artistes voient vos objets, vous les montrez à des amis, j'imagine? Non. Ah non. Rarement. Mon travail de plasticien... Non, mais comme ça, en parlant... En parlant, oui. Par exemple, s'il venait, j'étais en train de travailler, il voyait qu'est-ce que je faisais. Mais je veux dire, les nombres premiers, les maquettes, par exemple, j'adore faire les maquettes. Oui, alors ça, c'est une activité que, pour moi, une fois que la maquette est faite, pratiquement l'œuvre, elle est faite. Je m'en fiche un peu si ça se fait ou pas. Après, bon, c'est toujours gratifiant quand il les voit en grand et tout ça, et l'idée, c'était pas mauvais, c'était bien. Mais en réalité, j'ai pas besoin. J'ai la chance. Alors, on verra les très belles maquettes, enfin, je sais pas sur lesquelles on peut s'arrêter, par exemple... qui sont très très belles avec des fils. Donc il y a beaucoup de maquettes qui sont des avec des fils. Installations spatiales. Bon, les premières maquettes, par exemple la maquette de la pièce que j'avais faite à Venise quand j'étais en 99, c'est une maquette que j'avais faite dans les années 70 à Paris, dans mon petit truc. Et cette maquette était là, et je n'imaginais jamais qu'un jour ça pourrait être fait. Et voilà, et ça a été fait par la Biennale, et après ça a été fait plusieurs fois, des autres fois, tu vois. J'aurais jamais imaginé des choses comme ça, les grandes installations des nombres premiers. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je pouvais faire une installation de 14 mètres, de 15 mètres, tu vois. Mais pour moi, c'était pas important. Ça n'a jamais été important. C'est étonnant parce qu'elles sont très belles, ces installations. Enfin, les maquettes aussi, d'ailleurs, qui ressemblent à des maquettes un peu constructivistes, qui évoquent les Russes constructivistes. Mais alors, j'aimerais savoir, quand avez-vous réalisé la première installation de maquettes? C'était à Venise? La première installation vrai de vrai? Oui. Pour savoir récemment. Ah oui? Ah oui. Je veux dire, je crois que ça a été peut-être dans la galerie La Da Vinci in Schirmur, je crois. Et après, très très peu, après j'ai fait déjà des grandes expositions, comme par exemple la Fuenlabrada, où j'ai fait à Guggenheim de Bilbao, ou à Reina Sofia, là, qui m'a permis à faire des grandes, mais très très peu. En fait, très tard, donc ces maquettes super tard. Que vous concevez dans les années 70 oui, et 80 et en fait, 90 et même aujourd'hui. 30 ans plus tard, presque. Ah oui, mais je les ai fait. Par exemple, les maquettes que j'ai exposées au Guggenheim, c'est quoi, par exemple, les couloirs avec les plumes et l'entrée à l'exposition. Je vous explique, c'était un couloir de 1 mètre pour 3 mètres de long qui avait des plumes noires et d'un en bas. Je veux dire, mais très, très, très dense, mais vraiment dense. Tu devais faire comme ça. Et tout était peint en noir et il n'y avait pas de lumière. Et tu rentrais avec un rideau de plumes blanches et après, tu as traversé cette couleur, tu voyais strictement rien. Et
l'idée, c'était que tu pouvais les traverser à Villiers Opale. L'idée, c'était de sentir la sensualité de la plume, tu vois, et traverser cet espace. Mais il y avait des gens qui allaient s'angoisser. On a été obligé de mettre un affiche en disant que peut-être il y avait des gens qui ne pouvaient pas supporter la situation, mais ça durait, par exemple, c'était 3 mètres, tu vois, pour 1 mètre à peu près. Et par exemple, cette installation, je ne l'avais jamais rêvé de faire. Jamais. Mais c'est grâce à Petra Jost, qui est celle qui m'a contacté pour faire l'exposition et qui m'a dit la même chose que, par exemple, la risa du monde, les rires du monde. Ça, j'aurais jamais imaginé que je pouvais faire une installation comme ça. Il faut expliquer, c'est une performance. C'est une installation et il y a une performance que j'avais écrit et il avait en revue la piste qui dédiait un numéro au rire. Et il demandait à des artistes de faire un test ou quelque chose comme ça. Et moi, comme c'était pour publier dans sa revue, j'ai fait un projet délirant, tu vois, en sachant que jamais dans ma vie ça pourrait réaliser. Et quand Petra me téléphone, elle me dit « Esther, on va faire ça », j'ai dit « Mais putain, mais c'est pas possible ». Et c'était, à l'époque, c'était des bois, des bouches avec des cellules photoélectriques qui étaient suspendues sur un énorme map du monde. Et quand les gens s'approchaient, la bouche s'ouvrait et rire. On entendait les rires d'un Africain, d'un Espagnol, voilà. Et à côté de ça, il y avait un laboratoire de rire. On pouvait enregistrer la rire et faire des variations avec des ordinateurs. Et à côté, il y avait un petit espace sur des livres, des comics, des choses sur les rires que les gens pouvaient s'asseoir et lire. C'était compliqué. Je l'ai fait parce que je ne pouvais pas imaginer que ça allait être fait. Et ça a été fait. Et en plus, Petra a eu la bonne idée. Elle m'a dit, Esther, quand tu as fait cette performance, et après, il avait un concert derrière. Elle m'a dit, il n'y avait pas de tablettes. J'ai dit non. Et qu'est-ce qu'il te semble si au lieu de faire les bouches, on enregistre des gens, on les prend la bouche en riant. Et ça a été difficile. Trouver des Australiens, des Africains, des Indiens, parce que je voulais absolument que si c'était l'Afrique, c'était des Africains, si c'était et ça a pris un peu de temps de trouver des gens pour les enregistrer. Et on a fait comme ça. Sur l'Australie, il y avait un rire des aborigènes australiens. Tu vois, en Afrique, il y avait des différents, du nord de l'Afrique, du centre de l'Afrique, et c'était des gens originaires, absolument. Et des enfants, c'était des enfants, des vieux, c'était des vieux, et c'était comme ça. Et après, il y a eu les concerts de rire, que c'était 40 personnes. J'avais fait une partition, et qui est assez long, ça dure presque comme une demi-heure, même plus, avec différents mouvements, et sur l'installation, et c'était vraiment très, très, très bien. Moi, j'étais très content. Mais voilà, ça c'est quelque chose que les projets étaient faits. Moi, je l'avais complètement oublié parce que je n'avais jamais imaginé que quelqu'un allait faire ça. Donc, ce qui est drôle, vous concevez des projets pour qu'ils ne soient pas réalisés, en fait. Ça m'est égal. En fait, ça vous est égal. Ce qui compte, c'est l'idée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ma tête fonctionne. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'idée qui vous intéresse. C'est comme vous le dites, le processus et tout. Voilà. Mais de produire néanmoins Voilà. et de réaliser quand même cette idée. À moi, de l'art, l'unique chose qui m'intéresse vraiment, c'est le faire.
Le reste, ça m'est L'idée et le complètement faire. égal. Mm. Je veux dire, ce qui m'aide à vivre, Mm. à moi, c'est faire. Bien ou mal. Parce que je suis chapucera. Je veux dire, les maquettes, vous savez, sont, je veux dire, Oh, il mais y a elles sont bien. quelques-unes qui sont... Surtout quand j'ai fait la maquette vraiment merdique et mon assistant l'a fait bien. Alors là, oui, il est bien. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, j'ai fait la maquette originale. Tout qu'on fait, beaucoup de fois, je la préfère. Je la préfère parce qu'on voit les procès, on voit... Je veux dire, c'est plus vivant. Je trouve qu'Olivier le fait 1000 fois mieux que moi. Mais au fond, quand je vois les deux ensemble, par exemple, j'ai dit, si je devrais choisir, je choisirais la mienne. Parce qu'on a la sensation que c'est la vie qui a passé par là. Je ne sais pas, j'ai collé, j'ai décollé, on voit les fils qui sont mal collés, que j'ai décollé. Je dirais, et je trouve que c'est mieux. C'est comme ça. Je trouve intéressant si on compare un artiste aujourd'hui qui a une idée, et Dieu sait qu'il s'applique en général à vouloir la réaliser contre vent et marée, et en général les installations coûtent plutôt cher, tandis que vous, vous concevez de possibles installations sans la nécessité de les réaliser, et avec ce souci quand même important d'une économie, c'est-à-dire que pour vous, c'est un art qui ne coûte... Voilà, c'est un Pi aussi, que c'est une grande installation. Alors, Pi et les nombres premiers, on peut peut-être... Voilà, les nombres premiers, j'ai commencé à... Qu'il faut peut-être expliquer un petit peu. Des choses comme les nombres premiers à cause des maquettes. J'ai commencé à faire des maquettes des installations spatiales et chaque fois, je les faisais plus jolies. Bon, plus jolies dans la merdique maquette que j'ai faisais, mais pour moi, chaque fois plus jolies. Et ça, je dois ça au Keats aussi. J'ai dit un jour, il faudra échapper à ta subjectivité dans la mesure des possibles, parce que sinon, tu vas finir pour faire. Alors, j'ai pensé il faut absolument que je trouve une façon, j'ai pensé à Fibonacci, que Mario Mes faisait des installations basées sur la fête de Fibonacci. Je ne sais pas si c'est à cause de ça ou quoi, mais un jour, j'ai rêvé que j'ai nagé dans une mer de nombres. Et quand je me suis réveillée, j'avais de mémoire les nombres 13, 11. Au commencement, j'ai pensé que c'était tous des impaires, des nombres pas divisibles par deux. Et après, j'ai dit non, c'est plus que ça. Parce qu'il y avait qui n'étaient pas divisibles par deux. J'ai dit non, ce sont des nombres premiers. Et je me rappelais de Bach qui sont divisibles et qui pourraient même pour l'unité. J'ai dit, mais c'est en série. Je peux travailler avec eux. Mais bien sûr, j'ai commencé, mais les nombres premiers, c'est une personne sait s'il y a un système qu'il est ou non. On ne l'a toujours pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Et son aléatoire, tout à coup, tu commences, il y a un nombre premier, après il n'y a pas, après il y en a. Donc, faire de ces structures comme ça, ce n'est pas du tout facile. Et j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à trouver quelque chose qui me plaisait. J'ai commencé pour mélanger, je voulais mélanger l'anarchie de la couleur et les rigueurs des nombres. Et j'ai fait plusieurs divisions. Et comment vous concevez parce qu'on voit c'est des très belles installations au sol, avec des sortes des traits. Des traits. Ça dépend. Mais par exemple, comment je les conçois? Comment on passe de ces nombres premiers à l'œuvre plastique? Je vais faire... qui sont toutes différentes, bien sûr. Oui, je pense que ce que je vais faire, je décide, je vais faire un carré, je vais faire un allongé, je vais mettre des reliefs, par exemple, les nombres, parce que tu peux faire le nombre premier qui finit par 1, par 3, par 7, par 9. Tu vois, alors je peux faire une structure en donnant à celle qui finit par 1, par 3, par 7 et par 9 en couleurs différentes. Et ça fait une structure qu'après je peux communiquer avec des fils opaques ou avec des traits, etc. Je veux dire que c'est infini les possibilités que tu en as. Par exemple, maintenant, dernièrement, je suis en train de travailler avec dans les nombres premiers, il y a ce qu'on appelle lacune. Une lacune, c'est un grand espace où il n'y a aucun nombre premier, qui n'a que des sentiers. Et il y en a un mathématicien ami à moi, m'a facilité la lacune la plus grande qu'on connaît encore, qui a 2000, et une lacune de 2000, je ne sais pas combien de nombres, qui n'a pas un premier. Et j'ai fait une série, pour moi c'est un peu comme les trous noirs. Et autour, il y a les autres nombres premiers qui circulent. Et j'ai fait une série, un triptyque, avec
c'est 2 triptyques avec cette idée. Je veux dire, et c'est fascinant. Je veux dire, en plus, c'est drôle parce que tout ce que tu fais avec les nombres, ben, c'est bien. Je veux dire, parfois, je commence parce que je décide le système que je vais faire, et parfois, je commence à dire, oh, ça va être... Mais plus tu avances, c'est toujours beau. C'est toujours beau. Et petit à petit, j'ai décidé de simplifier, toujours. Et j'ai éliminé complètement la couleur. Et j'ai fait que des monochromes ou des blancs ou noirs. Il n'y avait pas la couleur parce que ça me semblait trop littéraire, je ne sais pas. Et il y a quelques années, j'ai trouvé le peu que j'avais gardé de cette époque, avec la couleur, et j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Et j'ai trouvé ça très bien, mais pas pour les refaire, tu vois. C'était très bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai considéré que c'était vraiment pas bien, parce qu'aujourd'hui, je les trouve très bien. Mais comme ils sont assez mal faits et tout, voilà, j'ai très peu. J'ai 2 ou 3. Donc en fait, on retrouve toujours cette dualité entre une rigueur extrême que donne la mathématique et en même temps le hasard et cette forme de chaos possible que vous laissez advenir. Bon, on reconnaît bien sûr, sans doute, Cage, bien sûr, oui, non, mais vous en faites aussi quelque chose de... Oui, et ça m'a amené, par exemple, aussi le nombre premier, en pensant si c'était infini, pas infini, à l'infini, et m'a amené à l'idée d'infini. Et j'ai décidé, je vais travailler l'infini, mais comment travailler l'infini? Mais oui, c'est... Et je ne savais pas comment. J'ai commencé à lire, parce que c'est ce qui est intéressant, tu vois, comme je ne connais rien, parce que vraiment, je ne connais rien. Alors, quand je vais faire quelque chose, il faut que j'apprenne. Alors, je dis toujours, pour moi, l'art, c'est une voie de connaissance. Je veux dire, j'ai appris en faisant, parce que je ne sais faire rien, mais vraiment. Et donc, je dois faire pi. Il faut que je sache qu'est-ce que c'est pi quand même. Bon, je savais des vagues quand même. Mais tout à coup, j'ai lu dans des livres de divulgation toujours, parce que je ne peux pas lire les livres scientifiques, c'est des divulgations, que pi, c'est un nombre infini. J'ai dit, merveilleux. J'ai travaillé pi, que c'est un nombre infini, c'est un ready-made presque, tu vois. Comme oui, c'est ça, sont des ready-made. Il est là, je vais travailler avec pi. Et j'ai fait cette installation avec des 9 dessins et des peintures. Toiles. Et après, un programme informatique qui projette sur un grand mur, qui calcule les décimaux de pi pendant toute l'exposition, chaque seconde. Il commence par le premier et ça finit avec des millions de pi qui sont calculés. Et apparaît. Et c'est un ami, mathématicien et électronique, que je lui ai dit, fais-moi un programme, je vais faire ça. Et il m'a fait le programme. Et après, la partie la plus drôle de cette installation, que pour moi, j'ai décidé de lui donner un côté un peu quotidien, humain comme ça. Et j'ai demandé à beaucoup de gens, si j'ai dit le mot infini, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est génial, les réponses des gens. Il y a des gens qui disent, ne me dis pas infini, je ne vais pas penser, je ne peux pas penser. Et curieusement, plusieurs personnes faisaient référence à un rêve d'enfance. Curieux, quand il disait infini. Et je t'ai raconté une merveilleuse, que c'était un garçon, quand je l'ai demandé, il dit, ça me rappelle un rêve que j'avais souvent quand j'étais enfant, que j'étais dans la campagne, il y avait des sapins, et vous savez, les sapins, ils laissent tout couvert. Il y en a des milliards, des milliards, et je devais les compter. Et quand il a dit infini, j'ai pensé immédiatement à ce rêve. Voilà. Et cette installation aussi, ça a été dans les cartons pendant des années. Quand est-ce que vous commencez à travailler sur les nombres premiers et les pi? Les nombres premiers dans les années 70. Ah oui. À la fin des années 70, et infini beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Et alors, la première fois que je l'ai monté, ça a été à 2013, 14 peut-être, tout l'entier. Parfait. Et les peintures, il faut savoir que les peintures, je ne sais pas quel est le système, mais elles sont peintes à la main. Oui. C'est ça. C'est ça qui est quand même aussi assez stupide. Donc c'est des petits points de... C'est infernal. Infernal. On a passé des jours à faire parce que j'ai décidé de faire un système avec les décimaux de pi. Je mettais, chaque décimal avait une couleur. Si c'était 3, c'était bleu. Si c'était 0, c'était blanc. Et il fallait peindre tous les petits carrés
je ne sais pas combien de fois, d'un côté 9 fois et d'un autre côté 11 fois. C'était des sœurs et des sœurs et des sœurs. Vraiment beaucoup. Je pense à Alice au Pays des Merveilles lorsque je vous entends, qui justement se plonge c'était beaucoup d'heures. Dans le temps et aussi dans un savoir qui... Mais voilà, mais c'était, par exemple, ça, ce qui est passionnant, c'est le faire. Et quand il demande aux gens, qu'est-ce que tu penses, j'ai demandé à des enfants qui avaient des réponses absolument drôles sur l'infini, tu vois. Mais c'est l'important pour moi, c'est pouvoir le faire. Je veux dire, ça, c'est vraiment, je veux dire... de pouvoir le faire, c'est-à-dire de... C'est pour ça que j'ai décidé toujours de gagner ma vie sans dépendre de mon travail artistique. Tu vois, j'ai décidé que je savais que si je voulais faire ce que je voulais, comme je voulais, il fallait être autonome. Et c'est pour ça qu'en réalité, j'ai maintenant 83 ans, et ça fait que je gagne ma vie avec l'art. Je pense que ça fera quoi, 20 ans, peut-être. Je ne sais pas exactement, parce que peut-être. Et je ne regrette rien, hein. Je veux dire absolument rien. Absolument en fait, c'est l'indépendance qui est très importante. Je pense que c'était, de toute façon, c'était comme ça. Mais ce sont des choix aussi, c'est un choix, c'est-à-dire c'était le choix d'être indépendante. De faire ce que vous voulez. C'est le choix aussi d'être indépendante. Enfin, que l'art, de pas demander. Je veux dire, du système. Si tu dois gagner ton argent en vendant des tableaux, en vendant des installations, vraiment, si tu dois manger, tu dois payer un loyer, je dirais, il y a des engagements que moi, ça m'aura angoissé énormément. Tu vois, je crois que ça m'aura empêché de travailler. Donc, le fait de pouvoir payer mon loyer, manger et tout ça, bon, je travaille toujours pauvre. C'est pour ça que je peux faire des installations qui coûtent beaucoup d'argent, mais en pensant que je vais les faire jamais. Et de fait, quand on m'a proposé la première fois de payer des installations comme ça, des musées, j'ai dit, mais moi, je ne vais pas la payer parce que je n'ai pas d'argent. Si vous voulez la faire, vous la payez. C'est normal. Je vais dire, mais comme je ne pensais jamais à le faire, je pouvais faire n'importe quel idiotisme. Je pouvais penser ce que je voulais. Tu vois. Non, ce que je veux, c'est parce que quand on voit votre travail et quand on vous entend, il y a vraiment une espèce de liberté, je dirais, par rapport à un système. Je ne vais pas faire de la liberté parce que je ne sais pas ce que c'est, mais il y a une forme de se dire qu'on ne dépend pas d'un système institutionnel ni marchand. Et qu'on continue. Et ça donne, je pense, aussi une espèce de fraîcheur. J'ai vendu des œuvres dans des galeries. Bon, pas moi. Oui. Par exemple, une chose que j'ai jamais pu faire, c'est vendre moi-même. Ça m'est horrifié. J'ai même des amis, je préfère donner les œuvres que vendre moi-même. Ça, je ne peux pas. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas. Depuis la première fois, j'ai dit, et même des amis, j'ai dit, va à la galerie, je ne vais pas vendre. Pour moi, ce n'est pas possible. C'est parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je dis, mais pourquoi il s'achète? Je veux dire, si c'est ma vie, tu vois, c'est dire, c'est difficile à dire. Mais ça, je ne peux pas. Vendre, j'y comprends. Et les galeries vendent, bien sûr, et je vis de ça. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Je suppose qu'il doit y avoir beaucoup d'artistes qui ont ce problème. Oui, je pense. Enfin, aujourd'hui, c'est peut-être c'est différent parce que justement, c'est intéressant. Je voulais vous poser la question de l'avant-garde, puisque vous avez fait partie de l'avant-garde et que vous avez assisté. Enfin, voilà, vous avez travaillé vraiment dans différents contextes et à chaque fois très particuliers. Donc, on a vu le franquisme, donc les avant-gardes internationales, les festivals de performance. Et de musique auxquelles vous participez, donc vous voyagez dans le monde entier. Et puis dans les années 90, la performance intéresse moins. Enfin, j'ai l'impression que c'est moins... Oui, je veux dire... et c'est revenu ensuite dans les années 2000, mais... Je veux dire, de toute façon, les choses passent. Il n'y a rien d'éterne. Tout apparaît et disparaît, tout se transforme. Non? Il n'y a rien qui apparaît ou disparaît, tout se transforme. Et c'est normal que la performance se transforme. Je trouve impossible d'être en train de faire les performances que les jeunes d'aujourd'hui, faire les performances avec l'esprit des années 60. Ils vivent un monde complètement différent. Il faut qu'ils fassent la performance d'aujourd'hui, il faut l'accepter. Tu aimes ou tu n'aimes pas, mais dans les années 60, les gens aimaient, on n'aime pas non plus. Mais je pense que les gens, ils doivent absolument faire la performance d'aujourd'hui.
Et c'est très bien. Il y a des nouvelles technologies, il y a vraiment des problèmes sociaux et qui sont tellement différents de ce que nous on avait à notre époque. Je comprends parfaitement qu'il change complètement et qu'il travaille autrement. Absolument. Il y a un phénomène qui est très curieux, que on va voir ce que ça donne, c'est la théâtralisation de la performance, tu vois. C'est curieux de dire dans les années 60-70, surtout, une des choses que surtout pas faire du théâtre. Il n'y avait pas beaucoup de dogmes, mais c'est là, faire du théâtre, on s'est éloigné le plus possible des théâtres. Et maintenant, par exemple, il y a une tendance à la théâtraliser. Et j'ai vu à Toronto, mais il y a déjà 3 ou 4 ans au Canada, des performances où il y avait des personnages. Et tu vois, les gens se déguisaient en personnages. Ils s'interprétaient des personnages. Curieux, tu vois, parce que, et je pense, les cercles se ferment. Il faudra peut-être qu'il sorte autre chose. Il sortira, ok, la performance disparaît. Hein, c'est vrai que c'est devenu un art beaucoup plus scénique. Ça passera à autre chose. Je ne vois pas pourquoi il ne peut pas disparaître non plus. Je veux dire, les dinosaures, ils sont bien disparus. Non et nous, apparemment, on va disparaître un jour aussi. Alors. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'en fait, vous êtes... Parce que certains avant-gardistes ont une sorte de nostalgie. Et chez vous, on ne perçoit pas du tout cette nostalgie qu'on perçoit parfois chez certains artistes qui, effectivement, ont vécu une période quand même très excitante, ou une période d'émancipation. On avait l'impression aussi de conquérir des choses. J'ai une nostalgie, Anne, dès, par exemple, les périodes où c'était les artistes qui organisaient les festivals. Ça, j'ai une nostalgie de cette époque. Je veux dire, on travaillait pour rien. Je veux dire, dans des situations très normales. Je veux dire, c'était pas la misère, non, pas du tout. Mais par rapport à maintenant, c'était les artistes qui organisaient. Il n'avait, je veux dire, tu pouvais faire une performance d'une demi-heure ou une heure. Personne ne te demandait par où tu sors. Qu'est-ce que tu vas je veux dire, non. Et l'ambiance qu'il y avait, tu vois, ça j'ai une nostalgie. Je veux dire, de cette époque, je veux dire, j'ai voyagé partout. On allait au Japon, à Québec, n'importe où, tu vois, à travailler avec très, très peu de moyens. Et je veux dire, on te payait les voyages, on te donnait un peu d'argent, on te logeait et tout ça. Mais il avait, je veux dire, une liberté de faire, tu vois. Après l'institution, évidemment, l'institution, il a des impératifs qu'il doit respecter, parce que sinon, on le fait des procès, etc. Alors là, le public, il doit être là, la performance, il doit être là. Je veux dire, c'est tout par où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu ne vas pas faire, etc., etc. Les pompiers doivent être dans la salle, je ne sais pas quoi. Et bon, c'est comme ça, et tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Mais à l'époque, je faisais des choses dans la rue, sans demander aucune permission. J'ai fait des choses dans la rue. J'ai parcouru des villes dans les semaines, j'ai fait en marchant. On n'a demandé aucune permission. Même au Mexique, par exemple, les flics qui sont apparus. Et j'ai dit, on va nous emmerder. Pas du tout. Ils séparaient les gens pour que je puisse passer. Je veux dire, tu vois, c'était... Mais de la même façon, ils auront pu m'arrêter ou me dire non, on ne peut pas faire ça dans l'espace public, tu vois. Mais c'est ça qui est... cette idée nostalgique et stupide, le monde change, et il faut l'accepter. Mais par exemple, la disparition des lieux parallèles, ce qu'on appelait, tu vois, ça, pour moi, c'est... Ça existe encore. Il y a justement des jeunes artistes oui, mais d'une autre façon. Oui, d'une autre façon. D'une autre façon, parce que justement, j'étais en train de parler de ça l'autre jour avec une fille, mais normalement, ils sont tous des subventions. Bon, et aussi, il s'arrivait à avoir de temps en temps des subventions, bien sûr, mais très peu, tu vois. Et parfois, même pas, tu vois. C'était... Mais je trouve ça, oui. Une forme de liberté, en fait, de légèreté. Que votre travail, d'ailleurs, il y a une forme de légèreté. Mais aussi parce qu'on n'avait pas cette obsession de la sécurité qu'on a maintenant. Ah bah oui, avec maintenant, on doit être sûr de tout. De tout. Dès que personne va rentrer dans la maison, dès que je ne vais pas attraper le Covid, dès que je ne sais pas quoi, on est tout le temps en train de chercher la sécurité comme des fous. Et à l'époque, je ne sais pas, mais on ne pensait pas à ça.
On ne pensait pas à cette truc de sécurité. Pourtant, on n'essayait pas de se casser la gueule quand on faisait un performance, on faisait attention et tout ça. Mais il n'y avait pas cette sensation, cette truc de sûr que tu vas avoir de l'argent, sûr que tu vas te faire, sûr. La moindre doute nous fait peur. Au contraire, là, il fallait sortir. Pour vous, il s'agissait de sortir. Vous avez fait beaucoup d'heures avec des cadres. Il s'agissait aussi de sortir du cadre. Oui, des cadres, des normes. De survivre. De survivre. De survivre. Oui. De survivre psychologiquement. Et on sent bien qu'il y avait comment dire, le sens de la liberté. Oui. C'était une chose que vous viviez aussi viscéralement. Oui. Mais bon, je ne vais pas être passéiste. Non, mais justement, vous l'êtes pas. Le travail ne l'est pas du tout. Mais quand on me demande pour rapport là, oui, j'ai une certaine nostalgie. Mais je me dis aussi que peut-être c'était parce que j'étais jeune. Et maintenant, je suis vieille. Alors que ce n'est pas tellement la nostalgie de ça comme la nostalgie de ma jeunesse. Peut-être c'est aussi ça, pour être honnête, parfois je pense, Esther, tu étais jeune, maintenant tu es vieille. Et peut-être c'est ça plutôt qu'autre chose, mais en tout cas c'est... Merci Esther, c'était formidable de vous recevoir, de vous écouter, de vous entendre. Et je trouve que votre art, d'une certaine manière, vos actions, transmet une espèce de liberté, en fait, que ce soit même dans les nombreux premiers. De sentiment, mais une liberté au sens, et j'ai pensé à Jean-Paul Sartre, comme on disait à l'époque, parce que ça date un vieux langage d'époque, notre liberté, l'humain, nous sommes des êtres libres. Et vous faites appel en nous à ce sentiment de liberté, au sens de Sartre, sur lequel vous aviez écrit un article. Vous avez écrit la nécrologie de Sartre. Oui, non, la nécrologie de Sartre. Oui, vous m'aviez dit de Jean-Paul Sartre quand il est mort. On vous avait commandé un article. Mais non. C'est pas quand il est mort. Un article dans Païs. Quand Sartre. Oui, c'est ça. Et le Païs m'a téléphoné, il m'a dit, je savais que... Oui. Et il m'a dit, à 9h du soir, ils m'ont téléphoné, il faut écrire quelque chose, Sartre est mort. Alors j'ai dit, et j'ai intitulé « Un raison de plus pour continuer ». Ben oui, c'est ça. Non, mais j'y pense parce que... Un raison de plus oui, et en fait, en regardant le travail, je pense à Jean-Paul Sartre. Oui. Justement, qui sollicite cette liberté puisque c'est un de ses grands concepts. Mais merci, chère Esther.